une conférence sur Elsa Triolet dans la Résistance, et cette conférence est donnée par notre amie Marianne Delranque-Gaudric. Je voudrais vous donner tous ces titres en quelques mots pour vous dire quelle chance nous avons d'avoir ce soir l'une des meilleures connaisseuses en France du travail et de la vie d'Elsa Triolet. Marianne est agrégée de lettres, docteur de poétique comparée à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle est membre aussi du groupe de recherche ERITA. ERITA, ça veut dire Équipe de recherche interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Aragon. Et elle a consacré sa thèse à Elsa Triolet. C'est vous dire quel courage elle a eu, parce que ce n'était pas fréquent hein, de prendre une thèse sur Elsa Triolet, et ça voulait dire que l'université approuvait, mais du bout des lèvres. Hein. Enfin, je sais pas. Bon. En tout cas, elle a consacré sa thèse aux 4 premiers romans d'Elsa Triolet, c'est-à-dire qu'elle a consacré sa thèse au passage de l'écriture dans la langue maternelle d'Elsa Triolet, le russe, à l'écriture en français, puisque vous savez, Elsa Triolet, c'est une caractéristique rare, parce qu'on les compte sur les doigts d'une main. C'est quelqu'un qui est devenu écrivain français, écrivaine française, si vous préférez, dans une langue qui n'était pas sa langue maternelle. Et c'est pas si courant. Voilà. Donc, elle a participé outre cette thèse, elle a participé à de nombreux colloques, elle a écrit de nombreux articles. Alors, je vous en donne juste quelques-uns, parmi ceux qu'on peut trouver encore. Vous avez Elsa Triolet, un écrivain dans le siècle, aux éditions de l'Harmattan. Ça se trouve à la maison Elsa Triolet à Aragon, à la librairie de la maison. Et puis, vous avez aussi l'identité féminine dans l'œuvre d'Elsa Triolet. Un article, elle a écrit là un article, c'est un colloque qui a eu lieu sous la direction d'un universitaire allemand, Thomas Stoder. Et puis, enfin, tout récemment, lire Elsa Triolet aujourd'hui, qui vient de paraître aux éditions des presses universitaires de Reims, et qui reprend un colloque qui a eu lieu l'année dernière, hein, je crois, ou il y a 2 ans. Enfin, vous savez, comme ça se fait souvent, on fait le colloque, puis après on publie les actes. Voilà. Eh bien, tout ça pour vous dire donc que je remercie chaleureusement Marianne de sa contribution à notre réunion de ce soir, et je lui cède la parole. Elle va faire sa conférence, et puis ensuite, vous aurez le temps, si vous le souhaitez, de lui poser quelques questions. Voilà. Marianne. Ah, oui, merci. Donc là, oui, on m'entend comme ça, oui. Voilà, donc effectivement, je vais vous parler d'Elsa Triolet dans la Résistance, parce qu'on connaît bien Aragon, mais on connaît un peu moins Elsa Triolet. Alors, on ne peut pas séparer les deux, évidemment, mais il faut voir qu'Elsa Triolet a eu une activité propre. Et puis, c'est intéressant aussi de connaître son point de vue, qui est pour moi tout à fait moderne sur les femmes et la résistance. Il n'y a pas eu beaucoup d'études sur la question. Il y a eu une première approche dans la biographie que lui a consacrée Huguette Bouchardot. Il y a eu quelques chronologies aussi qui ont été établies. Il y a des choses éparpillées, mais pour l'instant, il n'y avait pas de choses suivies. Donc, j'ai voulu à la fois établir une sorte de filage de tous ces éléments un peu épars. Et donc, j'ai adopté un ordre chronologique pour ma conférence, pour plus de commodité. Et puis, j'ai voulu aussi mettre en rapport ces actes et ces œuvres, parce qu'on parle des actes, mais les œuvres aussi sont très, très liées à ce qu'elle a vécu. Bon, évidemment, j'ai conscience que beaucoup de choses restent à trouver, à chercher, à préciser. Voilà, et donc on peut dire qu'Elsa Triolet a été une des rares écrivaines françaises célèbres qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a participé à la résistance, à la fois donc par ses actes et par ses écrits.
Et en effet, s'il était difficile pour une femme entre les deux guerres d'être reconnue comme écrivain, et a fortiori lorsqu'elle était d'origine étrangère, il était bien plus périlleux de continuer à écrire pendant la guerre et de résister lorsqu'on était juif comme elle et mariée depuis février 1939 à un écrivain communiste, Aragon, qui était surveillé par la police. Dans sa correspondance, on trouve des choses intéressantes dans sa correspondance avec sa sœur Lily Brick, qui est un gros volume qui est paru chez Gallimard. Elle écrit à sa sœur le 1er février 1945, donc au lendemain de la guerre. C'est la première lettre qu'elle lui envoie depuis 1940, puisqu'elles ne pouvaient pas correspondre pendant la guerre. Et elle lui raconte en résumé ce qu'elle a vécu pendant cette guerre, qui n'est pas encore terminée en février. Notre calvaire a commencé en 1939. Le 2 septembre, Aragon a été mobilisé. Le 3 octobre, il y a eu chez moi une grandiose perquisition. Nous étions suivis par des flics. Quand Aragon en a eu assez, il a demandé à quitter son bataillon, en quelque sorte disciplinaire, pour le front. Il s'est retrouvé dans une division de blindés qui ne reculait que sur ordre. Fin mai, ils ont dû fuir par la mer, si tu te souviens de la retraite de Belgique, par Dunkerque, en Angleterre. De là, ils sont allés à Brest et à travers toute la France, sans cesser de se battre jusqu'à l'armistice. Pendant ce temps, j'étais surveillé en permanence et on m'aurait sans doute arrêté si n'était intervenue la fuite générale de Paris. Alors il faut rappeler que le 25 août 1939, le journal Ce Soir, dont Aragon était le directeur, a été suspendu, ainsi que toute la presse communiste, à la suite de la signature du pacte de non-agression germano-soviétique, que le 26 septembre, le Parti communiste était dissous, et que 11 000 perquisitions, 3 400 arrestations, 1 500 condamnations ont eu lieu dans la période qui suivit. Et un petit peu plus tard, le 17 mai 1945, elle écrit de nouveau à sa sœur « Tu ne peux imaginer ce que cela a été en 39, 40, 41, surtout en 39, quand les gens passaient sur l'autre trottoir pour ne pas avoir à me serrer la main, et la seule personne qui ne m'abandonnait pas était le flic qui me filait partout. » Son deuxième livre en français, intitulé Maïakovski, poète russe, Maïakovski, c'était son ami d'enfance, donc c'est le deuxième livre qu'elle écrit en français, et qui date de juin 1939, est saisi et détruit au bout de quelques mois à peine par la police du gouvernement Daladier. Mais tout cela n'est rien en comparaison de ce qui va se passer vers la fin de la guerre et qui nous est connu par des notes du lieutenant SS Heinz Röttke, l'un des responsables du commandement de la Gestapo et du SD en France. Le SD, c'était une structure de la SS qui a été créée en 1931 et qui était sous la direction de Heydrich. Et donc cette note de ce lieutenant, ces notes sont conservées au Centre de documentation juive contemporaine, enfin le mémorial de la Shoah maintenant, et l'une d'elles, qui est datée du 21 mars 1944, demande au commandeur de la Gestapo de Marseille, donc qui contrôle la région d'Avignon, je cite, d'arrêter immédiatement la juive Elsa Kagan, dite Triolet, maîtresse d'un nommé Aragon, également juif. Et le 6 avril 1944, le commandeur Muller de Marseille, donc celui auquel s'adressait cet ordre, répond « Au sujet d'Elsa Kagan, nous n'avons rien pu apprendre. En vue d'une enquête ultérieure, l'affaire est transmise à l'antenne de la SIPO d'Avignon. » La SIPO, c'était la police de sécurité qui comprenait la Gestapo, entre autres. Et il ajoute, donc ce commandeur Muller, il ajoute que d'autres juifs ont été arrêtés. Alors il faut songer que le premier statut des Juifs date du 3 octobre 1940 et que la loi du 18 octobre 1940 prévoit que les ressortissants étrangers de race juive pourront être internés dans des camps. Alors Elsa Triolet est française par mariage, mais un décret relatif à la situation et à la police des étrangers qui date du 12 novembre 1938 et signé Lebrun, Daladier, Sarrault et Marchandeau, facilite le retrait de la nationalité française. Ce premier statut des Juifs est repris et aggravé en juin 1941, ou juillet 1941, si bien que l'existence de tout ce qu'ils visent devient très dangereuse et voire impossible. Donc je dis ça pour resituer un petit peu l'action d'Elsa Triolet dans le contexte de l'époque qui était très difficile. Et à tout cela s'ajoute la propagande vichiste antiféministe relayée par des revues comme Candide,
qui stigmatise les femmes intellectuelles, les rendant même en partie responsables de la défaite de la France. Et voilà ce qu'on peut trouver dans Candide. Ça, c'est un article du 15 octobre 1941 d'un certain André Cortis, intitulé « Le marxisme est l'ennemi de la femme et du foyer ». Et voilà ce qu'il écrit. « Parce qu'enivrée d'elle-même, éprise d'actions directes, d'ambition personnelle, avocate, docteur, homme, entre guillemets, d'affaires, la femme a peu à peu été détournée de son rôle éternel, parce qu'elle n'a pu transmettre à son mari, à ses fils, la flamme qu'au plus profond d'elle-même, elle n'entretenait plus. La femme française porte aujourd'hui, dans la défaite de la France, sa lourde part de responsabilité. » Et donc, il y a toute une propagande antiféministe qui conforte les lois d'octobre 40, qui restreignaient le droit au travail des femmes, parce que Vichy a restreint le droit au travail des femmes. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour qu'Elsa Triolet se taise. Or, elle ne s'est pas tue. De janvier à mai 40, alors qu'Aragon est mobilisé et que se déroule le procès d'une quarantaine de députés communistes qui seront condamnés le 3 avril par un tribunal militaire, elle publie dans la NRF, dirigée par Jean Paulhan à l'époque, 4 articles dans une rubrique qui s'intitule « L'ère du mois ». Et ces articles sont publiés sous le titre « Souvenirs de la guerre de 1939 ». Ils évoquent un Paris assez bizarre et inquiétant. Et l'avant-dernier article, qui est intitulé « Le Petit Brin », devait paraître en avril, mais il est refusé par la revue sous la pression de Drieux-La Rochelle. Donc Drieux-La Rochelle qui avait été imposé, si vous voulez, comme co-directeur, puis il est devenu directeur de la NRF, d'abord aux côtés de Jean Paulhan, et puis ensuite il en a pris la direction. Drieux-La Rochelle, c'était un écrivain de droite qui est devenu collaborateur et qui était ami avec Otto Abetz, qui était l'ambassadeur d'Allemagne. Et donc, Drieux-La Rochelle fait pression pour que cet article ne soit pas publié. Et Aragon réagit dans une lettre du 8 mai 1940. Aragon, alors, est médecin auxiliaire à Condé-sur-Escaut. Et il écrit à Jean Paulhan « Pour autant que je comprenne ce que m'écrit Elsa des choses qui se disent d'elle dans nos milieux littéraires, il m'apparaît que quand on ne peut atteindre un homme de front, on le frappe dans le dos et de préférence en plein cœur. C'est pourquoi il est difficile d'être la femme d'un écrivain détesté. Mon ancien ami, M. de la R, donc c'est de la Rochelle, n'avait pas encore atteint le fond de la fosse d'aisance, l'y voici, qu'il y demeure. Mais cela fait que je tiens à ces airs du mois, donc c'est cette rubrique, comme dans une chambre puante à la place qu'on a près de la fenêtre. Je tiens très peu à la vie et beaucoup à mon amour. Entre parenthèses, excusez cette phrase ridicule, je ne la trouve pas ridicule du tout. Alors, dans cette chronique intitulée « Le Petit Brin », donc, que Jean Paulhan n'a pas osé publier, en voulant contrebalancer la propagande hitlérienne, Elsa Triolet s'attaque au racisme. Et donc, je vais vous le citer, pas en entier, mais des parties, elle décrit un personnage. Il avait un long visage triangulaire, ses cheveux noirs étaient frisés comme des jacinthes, les vêtements n'épousaient pas son corps, comme il ne saurait épouser le marbre d'une statue, mais le marbre de son corps, à lui, avait la couleur d'un miel foncé. Il portait sa beauté avec discrétion et timidité. Les hommes l'admiraient pour la perfection de ses muscles, pour sa virilité. Les femmes l'admiraient pour les mêmes raisons. Il n'était pas très grand, il était très brun, il n'était pas arien, il était parfaitement beau. Alors l'article continue sur ce ton, se poursuit par une réflexion sur l'autosuggestion raciste, et se termine par l'expérience inverse. La narratrice s'attable à un café et elle décide de regarder un grand type blond, dit-elle, d'un point de vue opposé au préjugé arien. Je lui ai vu des cheveux blêmes. Ses yeux avaient une couleur, celle d'un ciel de pluie morne. Mais comme la bouche n'était guère qu'une fente, il n'était guère possible de parler de la couleur de ses lèvres. Ses grandes mains blanches, avec au doigt une chevalière à couronne, n'avait pas un poil, des mains chauves. Alors la description se poursuit sur ce ton, et Elsa Triolet ajoute « En somme, on peut être grand et blond et avoir une sale gueule. » Telle était ma conclusion. C'était le traître lui-même, l'agent de la Gestapo,
le descendant des étudiants allemands au visage balafré au cours de duels, provoqués dans une Bierstube, une auberge, par des Mein Herr, Sie fixieren mich, monsieur, vous me regardez avec insistance. Finalement, je considérais ce pauvre homme avec une véritable haine. J'étais complètement hypnotisé par la suspicion que j'avais décidé de porter au blond. Quelle incroyable sottise, justement. Alors donc là, elle démonte le racisme, si vous voulez, qu'il soit d'un côté ou d'un autre, enfin d'une façon ou d'une autre. Et cet article n'est donc pas publié. En juin 1940, alors qu'Aragon vient d'échapper au massacre de la poche de Dunkerque, la police vient l'interroger. Et elle quitte alors Paris très peu de temps après pour tenter de le retrouver, Aragon. Elle séjourne à Arcachon, où elle croise Marcel Duchamp, donc le surréaliste Marcel Duchamp, avec qui elle avait été amie à l'époque de Montparnasse, à l'époque du surréalisme. Et elle parle de cette rencontre dans un numéro des Lettres françaises en 1968. J'ai rencontré Marcel Duchamp pour la dernière fois en juin 1940 dans la rue à Arcachon, en même temps que je voyais pour la première fois les Allemands en France. Je venais d'arriver à Arcachon. Je ne savais pas que les Allemands y étaient. J'aperçus Marcel Duchamp coiffé d'un chapeau de paille à large bord et derrière lui un détachement allemand. Marcel avançait sur la chaussée sans se douter qu'il marchait en tête des Allemands. Cela avait quelque chose d'inénarrable et de terrifiant. C'était clownesque, bouffon, implacable. Heureusement que j'ai trouvé derrière moi un mur pour me recevoir. Je n'ai pas couru après Marcel, qui ne m'a pas vu. Il y avait tout de suite derrière lui les Allemands, et puis mes complications n'étaient pas les siennes. Et personne n'aurait songé imposer des complications à Duchamp, parce qu'on avait le tort de croire qu'il était fait autrement que tout le monde. Fin juin, elle finit par retrouver Aragon à Javerlac, en Dordogne, et Aragon en parle à Georges Sadoul le 15 septembre 1940. Il lui écrit, alors Georges Sadoul, c'était donc un ami qui est devenu spécialiste du cinéma, et c'était un ami qu'il avait depuis aussi l'époque surréaliste. C'est à Carcassonne que nous sommes tous les deux. J'ai été démobilisé à côté de Nontron, à Javerlac, où Elsa était venue me retrouver, d'Arcachon. De là, nous avons été en Corrèze, chez Renaud. Alors Renaud, c'est Renaud de Jouvenel. C'était quelqu'un de la famille de Colette, et qu'Aragon connaissait. 3 semaines, et nous voici ici depuis le début du mois, avec les mêmes perspectives et soucis que toi. À partir de ce moment, la vie et les activités des Atriolais vont tantôt rejoindre celles d'Aragon, tantôt être menées de façon autonome. Alors, elle est tout d'abord réfugiée avec lui aux Angles, donc près d'Avignon, chez Pierre Segers, qui était un écrivain, poète et éditeur. Puis à Nice, de la fin de 1940 jusqu'au 11 novembre 1942. Et elle a participé auparavant à Carcassonne, avec Georges Sadoul, à la création du réseau des étoiles, qui va s'étendre progressivement sur 41 ou 42 départements de la zone sud, et qui va regrouper des intellectuels de différentes branches. Alors ça s'appelait les étoiles, donc je ne sais pas si vous savez pourquoi, parce que c'était des groupes de 5 personnes, donc comme les 5 branches des étoiles, et chaque personne était elle-même en contact avec 5 autres personnes, et donc ils arrivaient à couvrir comme ça l'ensemble du territoire de la zone sud. Et donc elle raconte à sa sœur, dans cette même lettre de 1945, nous travaillions avec les intellectuels, donc nous travaillions au passé. Aragon avait la responsabilité de toute la zone libre. Nous sortions le journal Les Étoiles et avons monté une maison d'édition, la Bibliothèque française. Dans la clandestinité, bien sûr. Notre réseau a très vite couvert toutes les branches de la science, de l'art. Environ 50 000 personnes ont rejoint l'organisation. Dans toutes les villes, on commençait à sortir des journaux locaux, des médecins, des journaux locaux des médecins, des juristes, des enseignants, etc. Nous avions nos agents de liaison qui diffusaient la littérature. C'était comme des commis voyageurs qui établissaient des contacts. Le principal adjoint d'Aragon était Georges Sadoul. Et ce journal, Les Étoiles, auquel elle collabore, paraîtra de février 1943 jusqu'après la Libération. Il a été réédité d'ailleurs par Georges Aillot et François Échard dans ce volume-là qui regroupe à la fois Les Étoiles et puis les numéros clandestins des lettres, enfin, de la guerre des lettres françaises.
Et voilà, donc on peut souligner qu'Elsa Triolet agit de cette façon en relation avec un ou plusieurs réseaux résistants. On va trouver la MOI un petit peu plus tard. À ce propos, le fait de vivre avec Aragon, qui était résistant lui aussi, posait un problème de sécurité qu'Aragon a évoqué lui-même dans ses entretiens avec Francis Crémieux, à tel point qu'à la fin de 42 jusqu'au début de 43, Elsa Triolet, fin 42 et début 43, on ne sait pas exactement, Elsa Triolet a décidé de le quitter, de façon qu'ils ne soient pas pris ensemble, si vous voulez. Aragon explique qu'il refuse, je le cite, « essayant de persuader Elsa que ce qu'elle écrivait était suffisant comme travail social. » Elsa ne le pensait pas, et elle me disait « Je ne peux admettre l'idée qu'on arrivera à la fin de cette guerre et que, quand on me demandera « Et vous, qu'avez-vous fait ?», je devrais dire rien. » Elsa a donc travaillé, c'est-à-dire résisté, j'ai continué de le faire et nous avons continué d'habiter ensemble. Seulement, nous avons pris les précautions nécessaires pour que ceci ne soit un danger pour personne. Cependant, ajoute-t-il, l'essentiel de cette histoire est ailleurs. Elsa m'avait arraché mes lunettes masculines, ces préjugés de l'homme qui, sous le prétexte d'assumer toutes les responsabilités du couple, confine la femme à n'être que sa femme, son reflet. Et pendant toute la guerre, elle va donc agir tantôt avec Aragon, tantôt seule ou avec d'autres résistants, sur ce plan-là aussi, donc en opposition avec l'idéologie vichysoise, selon laquelle la femme ne peut et ne doit pas être un individu autonome. Alors Aragon la suit dans cette opposition, et c'est peut-être là le point de départ de sa réflexion sur la femme, la réflexion d'Aragon sur la femme, qui va se développer à partir de ces années-là. Ainsi, à la fin juin 1941, après l'arrestation de Gabriel Péry en mai, elle se rend à Paris avec Aragon et Georges Dudac, qui était leur agent de liaison pour la zone nord. Mais après avoir franchi la ligne de débarcation, ils sont arrêtés par les Allemands et emprisonnés 3 semaines à Tours. Au moment de l'arrestation, Elsa Triolet a l'idée de dire qu'ils arrivaient de Paris et que, pris de peur au moment de franchir la ligne, ils revenaient sur leurs pas. Après le 14 juillet, ils sont relâchés, parce qu'on n'a rien trouvé vraiment contre eux, et refoulés, entre guillemets, vers Paris, enfin c'était l'endroit où ils voulaient aller, vers Paris, où ils rencontrent Georges Politzer, sa femme Maï et Daniel Casanova. Ils font admettre à Georges Politzer la possibilité de faire paraître légalement une littérature de contrebande, parce que Politzer n'était pas persuadé qu'on pouvait publier légalement des choses. Il prépare le numéro 2 de La Pensée libre, un journal qui a été créé en février 1941 par Politzer, et ils organisent avec Jean Paulhan et Jacques Decour un groupement d'écrivains qui va préfigurer le Comité national des écrivains, qui va ensuite se prendre de l'ampleur. Dans sa préface au Désenchantement, qu'on peut trouver dans les œuvres romanesques croisées, Elsa Triolet raconte les péripéties de cette création. Voilà ce qu'elle dit. Aragon et Paulhan décidèrent de tâter le terrain en premier auprès de Georges Duhamel et s'enfuirent chez lui dans sa maison de campagne. Alors, Duhamel, il faut savoir, Duhamel a refusé au départ. Nous devions ensuite nous retrouver, toi et moi, pour déjeuner dans un restaurant du boulevard Montparnasse avec Maï, Politzer et Daniel. Tu étais en retard, très en retard. Nous avons finalement déjeuné sans toi. Nous avons attendu, après le déjeuner, autour de la table, fait les 100 pas sur le trottoir. Nous essayons d'espérer, de plus en plus certains, que tu t'étais fait prendre. Enfin, j'ai laissé les autres, je suis descendu dans le métro pour rentrer. Je t'ai trouvé en sortant de la station Saint-Cloud, assis sur les marches, à m'attendre. Tu étais bienvenu à l'heure du rendez-vous, mais il y avait 2 restaurants côte à côte, au même numéro. Tu t'es trompé de restaurant, tu y es entré, tu y as aperçu une tablée de gens que tu connaissais, dont Robert Desnos, le poète, et tu es ressorti sans demander ton reste. À cette époque, on craignait trop les bavardages pour saluer même des amis. Et comme c'est moi qui avais la clé de la grille de la maison de Lipschitz, Lipschitz était un sculpteur chez qui ils devaient se réunir, tu ne pouvais pas rentrer et tu m'attendais sur les marches du métro depuis des heures. Alors, je cite ça pour montrer un peu les difficultés des rencontres à l'époque.
Et c'est également au cours de ce séjour qu'il prépare avec Jacques Decour le projet de publication des lettres françaises. Et puis, il rentre dans la zone sud. À l'automne 41, va paraître dans l'Université libre un manifeste des intellectuels de la zone occupée, donc qui est destiné à rassembler les intellectuels au-delà de leurs opinions politiques, et dont la rédaction, selon Gisèle Sapiro, donc c'est une chercheuse qui a beaucoup étudié la résistance des intellectuels, donc la rédaction de ce manifeste est probablement due, dit-elle, à Aragon, Elsa Triolet, Pierre Segers et André Violis qui était une journaliste. Durant cette période, à partir de mai 41, Elsa Triolet écrit pour la revue de Pierre Segers, donc Pierre Segers qui était poète et qui habitait près d'Avignon, donc qui a créé une revue qui s'appelait au départ Poète Casquet, et puis ensuite c'est devenu Poésie 40, 41, etc., 42. Donc pour Poésie 41, elle écrit une série d'articles intitulés Fantôme 41, qui va devenir ensuite Fantôme 41 et Monstre 42, dans le numéro de décembre 41, janvier 42. Et c'est une série qui s'achève en mars 42. Et elle y évoque l'atmosphère trouble et sombre de cette période, et elle y définit à mots couverts, en mars 41, ce qu'on a appelé la contrebande, c'est-à-dire le fait d'écrire des textes un peu à double sens qui ne seront compris que par ceux à qui ils sont destinés, et qui ne seront pas compris par les Allemands. Elle y évoque aussi les Juifs pourchassés par les nazis et par Vichy. Et par exemple, dans cet extrait, c'est un homme, il est petit, il a une barbe blanche qui descend bas sur sa poitrine. Des boucles blanches encadrent son visage, et il porte un long vêtement couleur de sable. Quand le vent lui arrache son chapeau noir, il découvre, posé sur ses cheveux blancs, une petite calotte noire pointue. Est-ce le juif errant lui-même, ou un juif en chair et en os devenu errant? Le vent souffle, il y a un grand soleil. Il tourne un coin de rue et l'apparition disparaît. Voilà, donc tout ça pour dire qu'à l'époque, c'est difficile d'écrire des choses pareilles. Et pourtant, elle le fait. Et elle déclare à sa sœur, dans sa lettre du 1er février 1945, « S'il n'y avait pas eu l'écriture, je crois bien que je me serais donné la mort, tellement par moments c'était dur et pénible. » Et pour survivre, donc, elle écrit. Et elle écrit, entre autres choses, des nouvelles. Aragon écrit à Jean Paulhan le 23 mai 1941 « Elsa a écrit de belles histoires ». Alors ces belles histoires, c'est une série de nouvelles, et en particulier La Belle Épicière, rédigée entre Paris et Carcassonne, dans une période troublée qui va de mai à septembre 40, mais aussi Le Destin personnel, Henri Castella, 1000 regrets, qui date de 1941. Et Jean Paulhan répond à Aragon « Vildrac est fou de 1000 regrets ». Vildrac, donc c'est un autre écrivain. Il n'est pas le seul, on m'en parle beaucoup. Et à propos du destin personnel, daté de Villeneuve 1941, donc après l'arrestation de Gabriel Péry, Aragon écrit que son titre, le titre « Le destin personnel », sonne comme un défi en un temps où il semblait que personne n'eût de destin à soi. Et Elsa Triolet écrit que cette nouvelle continuait cette sorte d'affirmation de la maxime napoléonienne « Le destin, c'est la politique ». Les événements qui bouleversaient le monde, dit-elle, ne faisaient qu'une bouchée des destins personnels. Cette nouvelle, donc Le destin personnel, participe aussi de la littérature de contrebande. Dans mon esprit, donc c'est toujours Elsa Triolet qui écrit, cela, donc l'action de cette nouvelle se passait dans la solitude de la garrigue, et c'était le palais des papes que cachait le brouillard. Mais comme rien n'était nommé dans ces pages, j'ai fait courir la ligne de démarcation près du champ où l'héroïne seule passe la nuit, pour lui faire entendre le tintement du vélo de Georges Dudac, l'aboiement des chiens qui nous suivaient de village en village, le bruit nocturne d'un avion au-dessus du champ où nous couchâmes. J'écrivais cela à Villeneuve-les-Avignon, nous venions de rentrer de Paris. J'écrivais cela pour ceux qui savaient et qui reconnaîtraient ainsi en nous des amis. Et pour dire à d'autres, ne croyez pas que personne n'ose désobéir. Donc j'écrivais pour ceux qui savaient et qui reconnaîtraient des amis, donc c'est ce procédé de littérature de contrebande. Quant à Henri Castella, donc le héros d'une autre nouvelle, c'est un de ces personnages, dit-elle, qui ne songeait qu'à tirer leur épingle du jeu, comme s'ils pouvaient écarter la mort de leur chemin. Fuyant le danger,
Ils écraseront sous leurs pas leur propre vie. Ils seront punis d'impuissance. Et donc, Henri Castella, c'est pour elle l'image du lâche qui fuit le danger de la guerre en partant aux États-Unis via Le Havre, où l'attend le paquebot Normandie. Alors, à la fin de l'année 41, les dangers augmentent et la répression s'accroît. Dans la NRF du 1er octobre, Drieux-La Rochelle dénonce quasiment Aragon, de façon telle que cela revient à demander son arrestation. Le 22 octobre, les prisonniers de Châteaubriand et de Nantes sont fusillés. Le 15 décembre, Gabriel Péry est fusillé à son tour au Mont-Valérien. Et face à cette répression, Elsa Triolet et Aragon vont dénoncer par leurs écrits ce qu'ils ont appris des exactions nazies. Et en particulier, Elsa Triolet, dans une nouvelle intitulée Clair de lune, qu'elle a écrite à Villeneuve-les-Avignon en 1942 pendant l'été, et qui est publiée dans Poésie 42, donc la revue de Segers, elle évoque pour la première fois les camps de concentration vus dans un cauchemar par le personnage principal, Madame Léonce, qui s'est endormie et puis qui commence à rêver. Et voilà, Jeanne, donc Madame Léonce, voit des hommes. Ils défilaient devant elle, nus, tout à fait nus, décharnés. Ils avaient les pommettes saillantes et le nez retroussé tous. Les cuisses ne sont pas plus fortes que les bras décharnés. Les poitrines sont rentrées. On voit les côtes au-dessus d'énormes ventres ballonnés. Il y a des vivants parmi eux, roses et beautés. De temps en temps, il y en avait un qui tombait. Puis, il y eut des flammes. Les hommes ont mangé toutes les brindilles de paille. Ils ont mangé la poussière, etc. Bon. On peut s'étonner de cette évocation des camps de concentration, mais c'est en fait qu'à Nice, leur sont parvenus de Suisse, par l'intermédiaire de Bernard Antonios. Alors Bernard Antonios, c'était un résistant qui était suisse, qui était né en Suisse, et qui travaillait au Cahier du Rhône, donc c'était une revue, et aux éditions des Trois Collines à Genève, donc éditions qui ont publié d'ailleurs Les Yeux d'Elsa. Donc, par l'intermédiaire de Bernard Antonios est devenu ensuite le mari de Geneviève de Gaulle. C'est donc par Bernard Antonios, selon Aragon, que leur sont parvenues de Suisse les premières images des camps allemands et que Joé Nordman, donc, qui était avocat, a remis à Aragon, de la part de Jacques Duclos, des documents à partir desquels Aragon va écrire Le Témoin des martyrs. Alors, l'écriture et la publication de la nouvelle Clair de lune apparaissent d'autant plus importantes qu'à la fin de juin 1942, Eichmann vient en France transmettre l'ordre de Himmler de déporter tous les juifs de France sans distinction et sans égard à leur citoyenneté française. Alors des nouvelles, Elsa Triolet en écrira d'autres l'année suivante. Mais à Nice, elle rédige aussi un roman, Le Cheval Blanc, qu'elle va terminer en novembre 1942 à Villeneuve-les-Avignon. Et on peut suivre les étapes de son écriture dans les lettres qu'Aragon envoie à Jean Paulhan. Le Cheval Blanc est en effet écrit en dialogue avec ce qu'écrivait Aragon à l'époque, à la fois le roman aurélien et puis des poèmes. Et on sait que face à l'idéologie nazie d'abaissement de la France d'une part et d'exaltation de la force d'autre part, face aussi à la récupération de mythes comme celui de Tristan, le mythe de Tristan par les nazis et par les collaborateurs, Aragon avait entrepris de revenir en poésie à la culture française du Moyen-Âge, à la littérature de chevalerie qui valorisait l'amour de la France et l'amour de la femme. Et on trouve cela, par exemple, dans Les Yeux d'Elsa, dont beaucoup de poèmes sont écrits en 1941, ou dans Brocéliande, par exemple. Mais pour Elsa Triolet, ça ne suffisait pas, ou en tout cas, ça ne pouvait toucher la jeunesse de l'époque, d'après elle. Et donc elle crée dans son roman un personnage, Michel Vigo, dont elle dit qu'il est, je cite, un chevalier du Moyen-Âge qui rêve de délivrer du dragon une ville et la belle aux tresses blondes, et ne reconnaît point les dragons à décapiter et les belles à délivrer de notre XXe siècle, ne sachant que faire de son esprit de sacrifice et de sa soif d'amour. C'est, dit-elle, un garçon de la génération à laquelle on avait soudain dit « va, fais la guerre », et qui ne savait pas plus que les autres pourquoi il fallait qu'il y aille. Et quelle était cette guerre? Et répondant à Aragon, parce qu'elle n'est pas d'accord pour qu'il se borne à écrire des poèmes avec des légendes du Moyen-Âge,
Elle écrit dans l'un de ses cahiers manuscrits « Et la jeunesse généreuse s'engage dans ce labyrinthe, ayant pour tout bagage les idéaux des siècles passés, ceux de la cape et de l'épée. Comment voulez-vous vivre avec ça ?» Et tout son roman, Le Cheval Blanc, est l'histoire de la prise de conscience de ce personnage qui, abandonnant ses rêves de cheval blanc, dit-elle, montera dans un char en pleine connaissance du monde et de ses catastrophes. Alors ce roman-là, est édité par Robert de Noël, qui était déjà son éditeur avant-guerre, et qui avait continué à la soutenir en 1939, lorsqu'Aragon était mobilisé. En 1942, de Noël passe à Nice, lors d'un voyage, si je ne me trompe, écrit-elle, avec une amie qu'il avait emmenée au Portugal. Elle était juive et peut-être anglaise, et il voulait la mettre en lieu sûr. Ce voyage était un risque dévoué, passionné. À cette rencontre, j'ai montré à Robert de Noël la première moitié du Cheval Blanc. Il n'eut qu'une peur. Est-ce que la suite allait être à l'avenant? Elle le revoit en septembre 1942 à Avignon, et elle lui lit là-bas la fin du roman. Elle lui fait part, à ce moment-là, des rumeurs sur son compte, dit-elle, entendues pour la première fois rue de France, donc à Nice, dans la librairie de Pierre Abraham. Ces rumeurs, c'est l'éditeur de Noël travaille avec les Allemands. Est-ce vrai? Oui, dit-il, c'est vrai. C'est à peine si je parviens à articuler. Mais alors, on ne peut plus être amis? Et lui qui me console et me prie de ne pas dire de bêtises. Ses employés doivent manger tous les jours, n'est-ce pas? Parlons du Cheval Blanc, dit-il. Dans la nuit, il avait lu le manuscrit en entier. Il allait essayer de le publier sans coupure. Qu'aurait-on pu y couper? Du point de vue allemand, c'était le tout, la chair même du livre qui aurait dû être exécutée. Mais les Allemands n'y verraient que du feu. C'était un risque à courir. Le roman sera publié le 10 juin 1943, sans la phrase finale qui évoquait le camp de Gurs. Il aura une large diffusion, il sera lu, y compris dans les prisons, et très apprécié par des écrivains comme Roger Martin Dugard, Max Jacob, Robert Desnos, Albert Camus, ainsi que par Henri Matisse, comme en témoignent leurs lettres. Les lettres françaises en rendent compte dans leur numéro 11, en novembre 1943, et l'auteur anonyme de l'article déclare que ce héros est de la même espèce que ces centaines de milliers de héros anonymes qui peuplent aujourd'hui la France. Et la vente du Cheval Blanc va lui permettre, ainsi qu'à Aragon, de vivre, dit-elle, 2 années entières, et cela tombait fort à propos, les Américains ne nous envoyaient plus rien. Et elle écrit cela à sa sœur. Alors les Américains, en fait, envoyaient à Aragon l'argent des droits d'auteur des voyageurs de l'Impériale qui avaient été traduits en anglais. Et c'est à Nice, en 1942, que leur parvient la nouvelle de l'arrestation de Georges et de Maï Politzer, ainsi que de Daniel Casanova et de Georges Dudac, qui sera exécuté avec Politzer le 30 mai 1942. Nous avons quitté Nice, dit-elle, et la vie légale le 11 novembre 1942, comme les Italiens entraient dans la ville de Nice. Nos quartiers d'hiver étaient préparés de longue main. Nous sommes entrés dans la clandestinité. Donc ça, c'est dans sa préface à la contrebande, dans les œuvres romanesques croisées. Et elle se réfugie donc avec Aragon au-dessus de Dieu-le-Fit, dans la Drôme, dans une ferme abandonnée, proche du village de Koms, et où logent déjà 2 antifascistes allemands, Ella Rumpf et Hermann Luding. Mais en chemin, elle s'est arrêtée malade chez Hélène Singria, à Villeneuve-les-Avignon, où déjà en août 1942, des Juifs avaient été raflés. Et ensuite, c'est elle qui va, en décembre 1942, un peu avant Noël, à Lyon, chercher pour Aragon et pour elle-même des faux papiers que leur fournissent Pascal Piat et Albert Camus, lesquels font partie tous deux du mouvement Combat. Le 31 décembre, ils quittent cette ferme très isolée, qu'Elsa Triolet décrit au début des Amants d'Avignon, et ils se réfugient à Lyon chez René Tavernier, le directeur de Confluence. Donc René Tavernier, c'était le père du cinéaste Bertrand Tavernier. Et c'est là qu'elle écrit à Lyon, en réponse à la philosophie de l'absurde de Camus, avec qui elle est liée d'amitié, un texte tout à fait atypique, intitulé « Quel est cet étranger qui n'est pas d'ici ?» ou « Le mythe de la baronne Mélanie » et qui paraît dans Poésie 43 en mai-juin et qui sera illustré par Matisse qu'elle avait fréquenté à Nice avec Aragon. Le 20 septembre 1942 est enfin publié le premier numéro des Lettres françaises, sous la direction de Claude Morgan, avec en manchette fondateur Jacques Decour, fusillé par les Allemands. Et c'est à Lyon qu'Aragon reprend contact avec la délégation
du Parti communiste en zone sud, avec Georges Baran, dirigé par Georges Baran, et qu'il apprend que le Parti communiste l'a chargé d'organiser un réseau d'intellectuels. À Lyon également, Elsa Triolet rédige au début de 1943 la nouvelle « Les Amants d'Avignon », qu'elle a conçue, dit-elle, au ciel. Alors le ciel, c'est le surnom qu'ils avaient donné à cette ferme abandonnée au-dessus de Dieu-le-Fit. Elle achève d'écrire cette nouvelle en février, et Les Amants d'Avignon paraîtront illégalement en octobre 1943 aux éditions de Minuit, à Paris, les éditions de Minuit fondées par Vercors, là, cette petite collection de petites éditions. Et elle signe cette nouvelle Laurent Daniel, donc un pseudonyme choisi en hommage à Laurent et Daniel Casanova. Et cette nouvelle, qui a pour décor Avignon et le fort Saint-André de Villeneuve, où elle a séjourné, met en scène une jeune femme ordinaire qui s'appelle Juliette Noël, qui est amenée à se comporter héroïquement de façon tout à fait naturelle et poussée par des circonstances. Et Elsa Triolet souligne le caractère ordinaire de ces résistants qu'elle côtoie. Voilà ce qu'elle dit: « Des circonstances fantastiques avaient révélé les possibilités insoupçonnées des êtres. La vie quotidienne des dactylos, horlogers, apiculteurs, couturières, vendeuses, savants, instituteurs, concierges. Le train-train de leur vie, ils le laissaient soudain se muer en danger permanent, prenant des risques insensés jusqu'à l'héroïsme. Les voilà, ces gens ordinaires, devenus chefs de maquis, agents de liaison. Les voilà qui abritent des résistants, portent des paquets, cachent des armes, les prennent, se laissent torturer sans flancher, vont à la mort. Dans la nuit et le brouillard, il y avait beaucoup de filles banales comme Juliette. » Alors, on peut noter qu'elle est une des premières écrivaines, sinon la première, à mettre en scène le rôle des femmes dans la résistance. Un rôle qui sera reconnu officiellement à la Libération et qui leur permettra d'obtenir le droit de vote. Et en choisissant une héroïne banale, Elsa Triolet s'inscrit aussi dans la discussion qui a lieu au même moment sur ce que Monterland appelle à l'époque la morale de midinette, et ce qu'Aragon appelle la morale courtoise. Voilà ce qu'écrit Aragon, pour ce qui est, c'est dans la leçon de Ribérac, pour ce qui est de la morale de midinette, il faut dire que bien des gens reprennent cette expression qui fait fureur. Morale de midinette par-ci, morale de midinette par-là. Monterland leur a donné du sucre, et ils ont sauté dessus. Monterland, donc c'était cet écrivain qui a défendu l'occupation allemande au nom d'une amitié chevaleresque avec l'Allemagne. Donc Monterland leur a donné du sucre et ils ont sauté dessus. Ils sont ravis de pouvoir assouvir ainsi leur misogynie, leur nietzschéisme au petit pied, ou simplement leur snobisme. Midinette fait vraiment mal dans le tableau. Qui voudrait penser comme une midinette? Et il va expliciter cette position ensuite dans ses entretiens avec Francis Crémieux. La morale de midinette était une image volontairement péjorative, pour faire place à une autre morale, que nous appellerons aussi, pour simplifier, la morale de seigneur. Cette morale de l'homme au-dessus de la femme. C'est précisément contre elle que je combattais. Et il est vrai que, ici, le combat de caractère moral contre le fascisme en France allait de pair avec l'exaltation de la femme, et de la femme que j'aimais, cela est vrai. Mais les gens ne semblent pas avoir compris ce qu'il y avait là derrière. Et effectivement, là, il fait le lien, si vous voulez, entre ce dont on a beaucoup parlé, son amour pour Elsa, mais l'exaltation de la femme, c'était au départ contre l'idéologie nazie, si vous voulez, de l'exaltation de la force. Alors ça prenait l'allure, l'exaltation de la virilité, mais le culte du surhomme, dont tout le monde a entendu parler, l'exaltation de la force et de la haine. Et dans la nouvelle d'Elsa Triolet, Juliette Noël, qui a toute la midinette, c'est une petite jeune fille, une secrétaire, tout à fait banale, est en même temps héroïque, mais d'une façon naturelle, par attachement à la liberté, et non pas par culte de la force. Et en plus, alors dans cette nouvelle, il est ouvertement question de la résistance et d'événements d'actualité comme la guerre en Libye, par exemple, au détour d'une phrase. Donc une allusion à ce qui se passait à ce moment-là, après ce qui s'est passé après Bir Hakeim, la victoire de Montgomery à El Alamein le 3 novembre 1942.
Donc elle glisse ça dans sa nouvelle au détour d'une phrase. On y trouve aussi des propos subversifs, pardon, comme ceux de ce voyageur dans un compartiment. Je suis cheminot, je viens de Paris. C'est à Paris qu'on voit qu'ils sont fichus. On a déjà supprimé Doriot. Alors, Doriot, c'était un collaborateur. C'est vrai cette histoire, demande un passager. Je pense bien. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il est mort, mais pour l'attentat, c'est sûr. Alors, en fait, Doriot n'a pas été exécuté à ce moment-là. Il est mort, il a été tué en 1945 dans une voiture. Il était dans une voiture en Allemagne et sa voiture a été attaquée en piqué par 2 avions inconnus. Et il a été tué comme ça. Voilà, donc elle écrit des nouvelles et elle va contribuer aussi au développement du Comité national des écrivains. En avril 1943, elle se rend à Paris avec Aragon, qui, par l'intermédiaire de Pierre Séguers, est venu retrouver Paul Éluard, avec qui il était en froid depuis une dizaine d'années, mais il décide de renouer avec lui. Paul Éluard était resté dans la zone nord. Et Lucien Scheller, qui est un éditeur résistant, raconte au début de cette année, donc 1943, afin de renforcer le comité national scindé en 2 parties et lui assurer une plus grande audience, Aragon, animateur pour la zone sud, décide de rencontrer Éluard à Paris. À la suite de cette réunion qui se tint dans le plus grand secret, boulevard Sully-Morland, donc c'était chez une amie d'Elsa Triolet, et à laquelle assistaient pour la zone sud Aragon, Elsa Triolet et Georges Sadoul, et pour la zone nord, Éluard, Nouche, donc c'était la femme d'Éluard et Lucien Scheller, le Comité national des écrivains était doté d'une direction unique qui allait lui permettre d'agir avec le maximum d'efficacité. À Lyon, elle participe également au développement du CNE pour la zone sud, dont le manifeste paraît dans le numéro 7 des Étoiles, le 7 juin 1943. Et au niveau national, la résistance s'unifie aussi à ce moment-là, avec la création du Conseil national de la résistance le 27 mai 1943. Mais après l'arrestation de Jean Moulin le 21 juin, Lyon devient une ville trop dangereuse et elle se réfugie avec Aragon à Saint-Donat, un petit bourg de la Drôme, et le siège du commandement FFI de la Drôme Nord. Et ils ont alors tous deux de nouveau de faux papiers à toute épreuve, écrit-elle, pour elle au nom d'Élisabeth Andrieux, que leur a procuré Madeleine Braun. Donc Madeleine Braun, qui était l'adjointe de Georges Barane, qui était responsable du Front National pour la zone sud, et directrice du journal Le Patriote. Et Madeleine Braun a été la première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale, et puis ça a été aussi une grande éditrice. Donc c'est elle qui leur a procuré des faux papiers. Ils auront été établis à Lyon par l'adjoint d'un commissaire de police, écrit Pierre Séguers, et inscrits sur le registre du commissariat, cachet authentique et tout, imparable. En parlant de Saint-Donat, où ils sont réfugiés, Elsa Triolet écrit « Il était entendu que nous devions y vivre comme tant d'autres émigrés de la zone nord, nous montrant désœuvrés et inoffensifs. Tout prenait la rigueur d'un travail illégal bien organisé. Nous y sommes restés jusqu'à la Libération, faisant des voyages assez fréquents à Valence, Lyon, Paris. À Lyon, nous avions même fini par louer une chambre au mois à Bron. Les villageois nous regardaient aller et venir et faisaient les discrets. Assez vite, nous avions trouvé parmi eux des complicités silencieuses. Mais c'est au cours de l'un de ces voyages à Paris, à l'été 1943, qu'ils manquent tous deux d'être arrêtés dans le train avec des papiers compromettants, comme l'explique Aragon, dans une dédicace d'un exemplaire du musée Grévin. Donc le musée Grévin, c'est un tout petit ensemble de poèmes. C'est un exemplaire qui est conservé au musée de la Résistance nationale à Champigny et qui en constitue l'édition originale. Et pour situer cet événement, il est nécessaire de citer cette dédicace in extenso. Voilà ce qu'écrit Aragon. Cette édition donc du musée Grévin constitue la véritable originale de ce poème. Celle des éditions de Minuit à Paris est postérieure de près de 2 mois. C'est, je crois, pour cette première édition imprimée en zone sud, que j'ai inventé le pseudonyme de François Lacolère. Ce poème a été écrit presque entièrement à Saint-Donat, sauf la dernière partie écrite à Lyon. Je venais de l'achever quand je rencontrais dans la montée de Champagne, donc à Lyon, où nous avions nos rendez-vous réguliers, Ruff, donc qui était son informateur, qui s'appelait alors pour moi Laurent. Il m'apprit la mort de Daniel
et de mailles. C'est dans le voyage où Elsa et moi apportions à Paris en même temps le manuscrit de ce poème et celui de l'autobiographie de Gabriel Péry, destiné à Vercors pour ses éditions clandestines, que dans le train entre Mâcon et Dijon, une fouille des voyageurs faillit empêcher à jamais la parution de ces manuscrits. Le sac qui les contenait venait d'être ouvert par l'officier allemand quand quelqu'un l'appela dans le couloir. « Je reviens, me dit-il. » Je l'attendis près de 2 heures et il ne revint pas. Elsa, à la dernière seconde, avait mis dans sa poche l'autobiographie de Péry, ce qui n'eût pas été une grande aide, le reste découvert. Alors, elle a mis dans sa poche, donc elle a eu le réflexe de mettre dans sa poche l'autobiographie de Gabriel Péry. Gabriel Péry était le député d'Argenteuil jusqu'en 1939, et il était vice-président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée, à la Chambre des députés. Et cette petite brochure qu'Elsa Triolet met dans sa poche et qui est intitulée « La façon de vivre et de mourir de Gabriel Péry, fragment d'une autobiographie présentée par le témoin des martyrs et suivie d'un poème de François Lacolère », est en effet un document assez explosif, car elle contient non seulement des fragments autobiographiques, mais aussi une analyse historique de la guerre. Gabriel Péry rappelle donc dans ce petit texte son opposition tout d'abord à la politique de sanctions menée en 1921 par le gouvernement français à l'égard de l'Allemagne, sa dénonciation du caractère mercantile de l'occupation de la Ruhr, son opposition au traité de Munich, et il donne des précisions sur les négociations qui eurent lieu en 1939 et auxquelles il a assisté pour la signature d'une alliance politique et militaire entre la France, l'Angleterre et l'Union soviétique. Voilà ce qu'il écrit, donc Gabriel Péry. « Je trouvais les négociateurs réticents, et en mai 1939, à la tribune de la Chambre, je dénonçais ces réticences. Si j'en crois les mémoires de Monzy c'était Anatole de Monzy, un homme de droite, publié sous le titre ci-devant, d'autres partageaient mes appréhensions, mais se turent. Quelque temps après, j'accompagnais à Londres une délégation de parlementaires français, messieurs Delbos, Bastide et Tétinger, qu'invitaient à un échange de vues des membres de la Chambre des communes. La plupart de nos interlocuteurs étaient convaincus de l'avortement prochain de la négociation anglo-franco-soviétique. M. Lloyd George nous dit « Si l'Europe reste dirigée par Chamberlain, Daladier et Beck, il n'y aura pas de pacte avec la Russie et la guerre passera. » Et Gabriel Péry participe ensuite à la commission des affaires étrangères où il dénonce, je cite, « la très lourde responsabilité des gouvernements français et anglais dans l'échec des pourparlers » et affirme qu'il est indispensable de publier sans retard le livre blanc de la négociation. Et alors tout ça, évidemment, ça a un rapport avec l'histoire du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire qu'on se dit que bon, si les Russes ont signé ce pacte, c'est aussi parce qu'il y a eu cet échec d'accord avec les gouvernements français et anglais. Et on voit donc qu'en transportant cette brochure publiée par leurs soins, Elsa Triolet effectue avec Aragon un travail politique et pas seulement littéraire. Et au cours de l'été 1943, d'après Aragon, ou en décembre selon Georges Sadoul, mais c'est sûrement au cours de l'été 1943, elle se rend dans le Lot, à l'initiative du Comité national des écrivains de la zone sud, pour faire un reportage sur les maquis. Alors c'est plutôt l'été 1943, parce que dans son reportage, la nature qu'elle décrit, c'est une nature estivale. Et donc elle se rend pour faire ce reportage dans les maquis du Lot, et c'est Jean Marcenac, donc un écrivain, ami du couple, ami aussi d'Éluard, qui est chargé de l'accueillir. Et Marcenac raconte dans son livre de souvenirs, qui est intitulé « Je n'ai pas perdu mon temps », comment un inconnu vint le voir un matin, se recommandant d'Éluard, dit-il. Il se présenta comme étant Georges Sadoul. Et Georges Sadoul lui demande s'il peut prendre en charge, dit-il, un écrivain qui était en train de rédiger un livre sur la résistance. Alors Marcenac s'étonne d'un langage aussi ouvert, mais enfin, dit-il, dans les conditions d'imprudence qui étaient celles où je vivais et agissais, je n'en fus pas stupéfait. Finalement, Sadoul me dit « Oh, et puis pour ne rien vous cacher, il s'agit d'Elsa Triolet. » Marcenac, prudent, demande donc une confirmation par la voie normale, dit-il, et il la reçoit par le canal de Fernand Dupuis, qui m'annonça que la direction du Front National pour la zone sud me demandait de faciliter l'enquête d'un écrivain sur la résistance.
Et donc, au passage, on voit que Elsa Triolet n'agit pas seule, mais qu'elle agit dans le cadre de réseaux organisés. Et Marcenac va donc la chercher vers 7 heures du soir, dit-il, à la gare de Figeac, avec pour phrase de reconnaissance « Je suis venu vous chercher de la part de la cousine Madeleine ». Et ils vont par la suite agir ensemble dans cette région du Sud, au péril de leur vie. Voilà ce qu'écrit Marcenac. Nous sommes si souvent ensemble, donc Elsa Triolet et lui, passés au ras de la catastrophe, à Nîmes, à Agen en particulier, où je ne sais par quel miracle nous ne fûmes pas arrêtés avec le responsable de la MOI. Le responsable de la MOI, je ne sais pas exactement qui c'était, je pense que c'était peut-être Marcel Langer, qui a été arrêté en février 1943, condamné à mort, qui était le chef des FTP-MOI dans la région toulousaine. Donc c'est un miracle que nous ne fûmes pas arrêtés et qu'il était assez naturel qu'elle me tienne pour une amulette. Et j'allais dans le dédale des Traboules à Lyon, croisant les frères inconnus et les bourreaux possibles, me répétant cette phrase d'elle, une des plus parfaites que je connaisse dans la langue française, « fin, transparent et noir était le portillon donnant sur la montée ». J'ai dit son courage, sa dignité combattante, écrit-il dans son livre de souvenirs. Et il écrit aussi dans une lettre en 1971 à Suzanne Labrie, le courage intellectuel d'Elsa Triolet se doublait d'un courage physique, d'une fermeté combattante qui m'a émerveillée dans les années de la Résistance, où je fus un de ses proches camarades. Et donc Elsa Triolet va relater cette visite des maquis du Lot, d'une part dans les lettres françaises, en mai 1944, sous le titre « Aux armes citoyens », et d'autre part dans une nouvelle intitulée « Cahiers enterrés sous un péché », où l'on trouve exactement le même texte que dans les lettres françaises, intégré au récit, et complété, parce que dans les lettres françaises, le texte a été coupé, sans doute faute de papier. Et elle raconte comment elle roule dans une de ces voitures noires volées à la Gestapo, sans carte grise, sans papier, avec sous les pieds une mitraillette parachutée. Et il est intéressant de comparer le récit de Marcenac et celui d'Elsa Triolet, qui sont à peu près pareils, avec quelques différences. Marcenac, de son côté, précise « Puis, nous partîmes pour le reportage dans une traction avant récupérée sur la Gestapo, avec du sang encore mal nettoyé à la place du conducteur. Nous étions 5. Le chauffeur, un garde du corps devant, un officier FTP et moi derrière, armée beaucoup plus qu'elle ne le dit dans le premier accroc. Elle a vu la mitraillette mais pas les grenades, et elle entre nous. » Et Elsa Triolet, dans son reportage, décrit avec beaucoup de précision le pays traversé. Elle indique la proportion de réfractaires, elle évoque les activités du maquis, le besoin en armes, les dénonciations, les routes barrées et périlleuses. Par exemple, la voiture descend toujours tout doucement. On voit en bas, comme une large rivière derrière les arbres, la route nationale. Nous en sommes à 50 pas, quand une violente lumière de projecteur jaillit, blanche et impitoyable. Ce sont les phares d'une grosse voiture arrêtée sur la route à quelque distance, et c'est à leur lumière qu'apparaît une autre voiture, tout feu éteint, au pied du chemin que nous descendons. Maurice freine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Gilbert, ouvrant la portière. Alors, Gilbert, c'est Marcenac, en fait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Dans la main de l'homme au pantalon de velours surgit un revolver. Je plonge déjà vers la portière ouverte derrière Gilbert, mais les deux voitures démarrent et s'éloignent rapidement. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Et cette même séquence est racontée par Marcenac de façon légèrement différente, qui met en valeur d'ailleurs l'attitude courageuse d'Elsa Triolet. Pour rejoindre le maquis que je voulais lui montrer, il fallait traverser 2 nationales que nous contrôlions mal, sans cesse parcourues par des patrouilles automobiles, parfois des patrouilles de blindés allemands. Nous progressions par les chemins de rocade, les départementales, où tous les 4 ou 5 kilomètres, un garçon, le fusil ou la mitraillette pointée, nous scrutait, plantés au milieu de la route, avec, derrière les murettes de pierre sèche, du causse, 2 ou 3 gars prêts à dégoupiller leurs grenades. Puis, tout d'un coup, passer une chicane, c'était le vide, les 100 mètres peut-être mortels qu'il fallait faire à toute allure pour traverser la nationale. Nous avions pour tactique, en cas d'accrochage, de tirer, et puis de nous disperser. Je l'expliquais à Elsa, à l'endroit même où, un peu plus tard, Malraux devait être blessé et fait prisonnier. Alors, elle me regarda tranquillement et me dit « S'il arrive quelque chose, faites ce que vous avez à faire et ne vous occupez pas de moi. » Ce que vous avez à faire, là est toute Elsa Triolet, car au-delà du courage, il y a ce à quoi sert le courage. Ça, c'est donc ce qu'écrit Marcenac. Et de retour à Figeac, où, dit-il, Elsa fut littéralement épouvantée par la façon à peu près officielle dont se passaient les choses,
Donc Elsa lui déclare être autorisée à lui dire que, je cite, « Vous devez travailler sous les ordres de Gérard, c'est-à-dire de Louis. Prenons rendez-vous à Lyon, ou mieux, partez avec moi demain matin. Parce qu'autrement, il est clair qu'on va vous arrêter ou vous abattre un de ces jours. » Et donc, ils partent ensemble, et après avoir fait une étape à Toulouse, chez le docteur Mazelier, où Elsa donna un coup de téléphone à Saint-Donat, j'imagine, dit-il, et passé ensuite la nuit chez Pierre Segers à Villeneuve-les-Avignon, nous trouvâmes Aragon qui nous attendait dans un café de Valence. Alors le docteur Mazelier, chez qui ils font étape à Toulouse, c'était le médecin d'un autre réseau, le réseau Morange, qui était une organisation de contre-espionnage combattant l'Abwehr et la Gestapo, qui était en relation avec Londres. Et sa femme et lui faisaient aussi partie d'autres réseaux, et ils cachaient et ils aidaient des résistants, des aviateurs, des commandos parachutés par les Alliés dans la région toulousaine. Tout cela pour montrer, si vous voulez, le lien entre les différents réseaux de résistance et le fait que la diversité de la résistance et puis l'union aussi de ces différents réseaux. Et donc il retrouve Aragon à Lyon, non, à Valence, pardon, dans un café de Valence. Et on voit donc que non seulement elle fait un travail de journaliste, mais aussi d'agent de liaison, puisque c'est elle qui dit à Marcenac qu'elle a un message pour lui de la part d'Aragon. Et elle va publier un deuxième reportage dans le numéro 17 des Lettres françaises, un reportage intitulé « Les voyageurs fantastiques », sur des soldats russes évadés des camps allemands et réfugiés dans les maquis. Mais si elle continue à écrire des nouvelles et pas seulement des reportages, c'est, dit-elle, par le besoin de se gaver envers et contre tout, entre deux voyages inquiétants, d'une vie différente du présent, mentie et vraie. C'était le stupéfiant du rêve contre l'insomnie de la réalité qui venait trancher le rêve de sa hache. Écrire était ma liberté, mon défi, mon luxe. Personne ne pouvait m'empêcher d'inventer une réalité. Et ces manuscrits, en particulier celui de Cahiers enterrés sous un péché, qu'elle écrit en même temps qu'une autre nouvelle, La vie privée, où Alexis Slavski, artiste peintre, c'est en fait deux volets d'une même chose. Donc ces manuscrits, elle les enterre réellement. Lorsqu'elle doit s'absenter, elle les enferme dans une boîte en fer et elle les enterre dans une combe ou une balmette, donc c'est le nom régional, près de Saint-Donat. La vie privée ou Alexis Slavski comporte, entre autres choses, la reproduction ou le collage d'un tract qui comporte 2 paragraphes, l'un décrivant assez précisément le camp d'Auschwitz, l'autre évoquant l'exécution de Bertie Albrecht. Donc Bertie Albrecht, une résistante qui faisait partie du mouvement Combat, qui a été tuée en mai 1943 à la prison de Fresnes. Et il est à remarquer que le numéro 10 des Étoiles, qui est daté d'août 1943, publie un article intitulé « Le camp de l'exécution lente », qui indique que le comité directeur du Front National vient de transmettre aux généraux de Gaulle et Giraud un mémorandum écrit par un évadé du camp d'Auschwitz où il a passé 4 mois. Et suit la description du camp, qui est celle reprise alors sous une forme entrecoupée de points de suspension parce que le personnage est censé lire un tract. Donc c'est ce tract-là, si vous voulez, qui est repris dans Alexis Slavski. Alors, il est évident qu'évoquer Auschwitz au moment où les Allemands ont décidé depuis juin de s'occuper eux-mêmes des arrestations et des déportations en zone sud et font partir 1 ou 2 convois par mois jusqu'à la libération, constitue un acte de résistance plus que courageux. Et Aragon souligne la difficulté de la chose dans Les Poissons Noirs ou La réalité en poésie. C'est une préface qu'il a ajoutée en 1946 au musée Grévin pour sa réédition aux éditions de Minuit. Et voilà ce qu'il écrit. En général, les gens étaient partagés au sujet d'Auschwitz. Fallait-il en parler ou n'était-ce pas dangereux pour ceux qui y étaient? Cela pourrait fâcher les Allemands. Ceux qui pensaient ainsi étaient fort nombreux. Il y a toujours beaucoup de gens qui s'emparent des raisons de ne rien faire, de ne pas publier de tracts, de ne pas parler des choses, à chaque occasion, sous le prétexte que c'est dangereux, non pour eux-mêmes, mais pour d'autres. Alors tout ça montre aussi au passage qu'on connaissait l'existence des camps de concentration pendant la guerre, et contrairement à ce qu'on entend souvent dire qu'on a découvert ça après la guerre, en fait on en connaissait l'existence. Et cette nouvelle, Alexis Slavski, va être publiée dans le numéro 20 de Poésie 44.
L'œuvre elle-même constituait un danger. Aragon raconte comment ils faillirent se faire arrêter dans le train de nouveau au retour d'un voyage à Paris par la feldgendarmerie pour ce fragment des cahiers, dit-il, donc cahiers enterrés sous un péché, pour ce fragment qui n'était qu'un rapport sur l'école des francs-tireurs et partisans dans le Lot, donc pour ce reportage sur les maquis du Lot. Alors, mis à part la nouvelle Yvette, récit de 1943, qui est daté de Saint-Denis 44, et qui est publié clandestinement sous le nom de Laurent Daniel, Elsa Triolet consacre l'année 1944 essentiellement à l'activité résistante et journalistique. Aragon et elle-même impriment des tracts grâce à une presse venant, dit Aragon, de la République indépendante qui, en 1943, était arrivée à fonctionner au-delà du Rhône, dans les Cévennes, et que leur a fait parvenir Georges Sadoul. Et deux d'entre ces tracts sont rédigés par Elsa Triolet. L'un est intitulé « Vous qui avez souffert, résistez », et l'autre, qui est un tract du Comité national des écrivains, est intitulé « Ce qu'il faut savoir » et il explique les abréviations usuelles des différents mouvements de résistance. Et d'autre part, les étoiles continuent de paraître, jusqu'au numéro 7 au moins. C'était une feuille dactylographiée, recto verso, reproduite sur un carbone, et à partir du numéro 10, le journal est imprimé. Et à partir de janvier 1944, le numéro 15, les étoiles paraissent à raison d'un numéro par mois. Et en mars 1945, Elsa Triolet raconte à Jean Paulhan comment ça s'est passé. Nous avons fait venir une presse à bras dans notre village, sur laquelle on tirait des tracts. Les choses plus longues étaient imprimées à Romans, à 10 km de chez nous, dans une grande imprimerie qui n'avait rien de clandestin, et qui faisait payer très cher, entre guillemets, le silence de ses ouvriers. La presse à bras avait été découverte par les Allemands, mais ils n'ont pas reconnu l'objet. Il en serait de même pour moi. Nous n'allions jamais à l'imprimerie, je me contentais d'apporter les textes à des rendez-vous très clandestins avec l'imprimeur. Donc on voit toujours là son rôle d'agent de liaison. En juin 1944, elle fonde avec Aragon un autre journal, La Drôme en armes, qu'elle écrit d'abord entièrement à la main et qui est ensuite renéoté puis imprimé. Elle écrit en 1971, donc juste un petit peu avant sa mort, dans un petit ouvrage à destination des collégiens. Peu de temps avant le débarquement, nous avons à nous deux réussi à faire paraître La Drôme en armes, journal imprimé à Romans, que des gens courageux emportaient ensuite à la barbe des Allemands à travers la Drôme, dans des cajots, sous les pêches et les abricots. Le journal a continué à exister pendant la fausse libération, la Drôme encore bourrée de troupes allemandes dont les derniers soubresauts étaient d'une violence mortelle. Ce journal, donc qui aura 4 autres numéros, va accompagner la libération de la Drôme en donnant des nouvelles de la région, en publiant des communiqués militaires des FFI et en informant sur l'évolution de la guerre. Et dans son dernier numéro, le 5 septembre 1944, elle publie un long reportage, Les routes de la Drôme, donc ces routes qu'elle a sillonnées avec Aragon à partir du 26 août, et reportage dans lequel elle détaille les péripéties de la libération, les combats des FFI, l'arrivée de l'armée américaine, et elle écrit dans sa préface à la clandestinité, donc dans les œuvres croisées, partis tous deux sur les routes pour distribuer le journal La Drôme en armes, imprimé par nos soins à Romans, rencontrant partout la joie délirante, les drapeaux tricolores, un pays qui se croit libéré, ces miracles si, au retour, nous nous sommes arrêtés juste avant le feu des mitrailleuses à l'entrée de Romans. En ville, les typos qui tiraient tranquillement le numéro suivant de La Drôme en armes virent soudain sous les fenêtres de l'imprimerie des Allemands en armes. Auparavant, le 14 juin, elle avait participé avec Aragon à la réception d'un parachutage d'armes près de Saint-Donat, épisode qu'elle raconte dans la nouvelle intitulée « Le premier accroc coûte 200 francs ». Donc le titre de cette nouvelle, c'est en fait une phrase codée qui annonçait en Provence le débarquement du 6 juin. Et de cette nouvelle qui est proche du reportage, elle dit qu'elle n'est point mentie, à peine travestie. Et on connaît les représailles sanglantes qui ont suivi le 15 juin à Saint-Donat ce parachutage. Elle raconte à Jean Paulhan dans une lettre du 16 juin 1944 comment elle-même et Aragon ont échappé aux Allemands. Et elle évoque leur vie quotidienne, à ce moment-là.
en septembre, après une étape à Lyon où il rencontre le général de Gaulle. Donc de Gaulle qui accueille Aragon, vous vous souvenez, par cette phrase ah, vous voilà, vous. Donc après une rencontre avec de Gaulle, il rentre à Paris. Nous sommes revenus à Paris le 25 septembre 1944, après la Libération, écrit-elle à sa sœur. La Gestapo était venue plusieurs fois perquisitionner, de même que la police française. Ils avaient tout mis sans dessus-dessous, mais rien emporté. Malgré tout, nous avons perdu la plupart de nos affaires, mais tant pis. Et son livre de nouvelles, Le premier accroc, coûte 200 francs, dont elle dit à sa sœur qu'il sortira dès qu'il y aura du papier, parce que bon, le papier manquait. Ce livre reçoit le 2 juillet 1945 le prix Goncourt au titre de l'année 1944. Et elle est la première femme à avoir reçu un prix Goncourt. Et elle-même va être décorée de la médaille de la Résistance. Donc j'ai trouvé ça, personne il n'était question nulle part. Elle est décorée de la médaille de la Résistance par décret du 11 mars 1947. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Tout d'abord, qu'Elsa Triolet a fait preuve d'un immense courage, accompagné d'une très forte lucidité, dans cette activité sur laquelle elle fait modestement silence, écrit Louis Parrot en 1945. Louis Parrot, c'était aussi un écrivain résistant. Ensuite, que son action n'a pas été purement individuelle, elle a agi en couple avec Aragon, tout en maintenant sa part personnelle, qu'elle a dû imposer, comme on l'a vu. Mais elle a travaillé aussi avec bon nombre d'autres résistants de différents réseaux, FTP, FTP-MOI, Combat, le groupe Morange. Elle a transporté des tracts, des brochures, elle a par moments joué le rôle d'agent de liaison d'Aragon. En troisième lieu, son action a consisté pour une grande part à informer par des reportages, des articles, des textes écrits à la main, tapés à la machine, imprimés sous toutes les formes, transportés au risque de sa vie, sans compter le travail oral de conviction dont il nous reste quelques traces, par exemple dans son discours du 3 juin 1949 à Saint-Donat, où elle rappelle aux habitants, donc après coup, comment elle a essayé de les persuader de la possibilité et des dangers d'une descente allemande. Il y en avait même qui me répondaient, dit-elle, par cette jolie formule, « Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre ». Donc elle essayait de discuter, voilà, d'informer et de discuter. Et en quatrième lieu, que de tout ceci est née une œuvre personnelle très diverse qui lui servait d'exutoire, de seconde vie, de lieu de réflexion, et qui, pour les lecteurs, était une incitation à l'action. Alors cette œuvre, elle l'a écrite parfois en dialogue avec Camus, avec Aragon, et en inventant des formes d'expression qui correspondaient à l'époque qu'elle traversait. La littérature de la Résistance, écrit-elle en 1964, aura été une littérature dictée par l'obsession, et non par une décision froide. Elle était le contraire de ce qu'on décrit d'habitude par le terme d'engagement. Elle était la libre et difficile expression d'un seul et unique souci, se libérer d'un intolérable état de choses. Enfin, on peut conclure que son action résistante, aussi bien que ses écrits, ont contribué à la reconnaissance du rôle des femmes dans la résistance, dans la libération et dans la société en général. Et je voudrais terminer sur un article qu'elle a écrit à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars 1948 dans les Lettres françaises sur la dignité de la femme, c'est intitulé « La dignité de la femme », et elle y reprend une réflexion commencée dans les années 20 sur le sexisme du langage. Et elle fait remarquer que le même mot accolé au mot femme ou au mot homme prend une signification différente. Un homme honnête est celui qui ne vole pas, une femme honnête est celle qui n'a pas d'amant, etc. Il y en a plusieurs exemples comme ça. Or, la dignité de l'homme, écrit-elle, n'est pas autre chose que la dignité de l'être humain, être femme ou être homme, avec un tiret entre les deux. Les femmes se sont battues dans cette guerre pour la dignité de l'homme, pour ne pas vivre à genoux, pour que l'homme n'ait pas à essuyer de crachats sur son visage. Dans ce combat, elles ont subi la prison, le martyre, la mort. Et elle poursuit, en avançant des idées et des revendications progressistes et féministes, la dignité de l'homme chez la femme, la dignité de l'être humain est, comme pour l'homme, dans sa liberté, son indépendance, son droit au travail, contre Vichy, ses droits et devoirs de citoyen, de citoyenne. Croyez-vous que j'enfonce des portes ouvertes, ajoute-t-elle, que je prêche devant des convaincus? À l'usage, ces convictions ne sont chez les hommes que des faux semblants. La dignité de la femme en tant qu'être humain
demande en premier lieu que la poussière des siècles soit enlevée de la tête des hommes. Voilà, et je finirai là-dessus. Je veille un peu sur sa voix parce qu'elle a failli la sacrifier à cette conférence. Vos applaudissements montrent qu'elle a frappé juste. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ou des remarques sur cette présentation d'Elsa Triolet dans la Résistance et justement pas seulement la femme d'Aragon? Oui. Alors, comme les jeunes ne connaissent pas Elsa Triolet, ne connaissent rien, ils ne connaissent même pas qu'elle existe, alors je vous suggère de donner beaucoup moins d'informations pour le plaisir des vieux d'entendre les noms des gens qu'on connaît et lire des textes qui disent comment on résiste. Aujourd'hui, on est dans la Troisième Guerre mondiale et il faut que les jeunes s'engagent au lieu de faire le djihadiste bidon dans le communisme à la française. Donc il faudrait maintenant que votre énorme effort devienne avec des moments essentiels. Et après des citations, vous vous arrêtez une pause. Et après, quand vous êtes une très bonne comédienne, vous lisez son texte. Et comme ça, on apprendra et on vivra dans l'atmosphère de l'époque, parce qu'elle se répète maintenant. Tant qu'à faire, il faut gagner les jeunes. Voilà. Ben, nous gagnons les jeunes. Alors... Est-ce que vous avez une autre remarque à faire? Mais tu vois, on a dit que tu étais une très bonne comédienne quand même. Hein. Parfait. Mais Elsa Triolet est quand même un peu lue. Certains professeurs font lire quelques romans. Enfin, moi, quand j'enseignais, autant que j'enseignais, je faisais lire un petit peu Elsa Triolet. Et elle est un petit peu dans quelques manuels scolaires aussi. Pas suffisamment, évidemment. Pas suffisamment. Mais ce qu'on fait lire aux jeunes, ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent. Et j'ai même rencontré, de nombreuses années après, une ancienne élève, donc j'ai rencontré par hasard, qui se souvenait que je leur avais fait lire L'âme d'Elsa Triolet, ça l'avait marqué. Mais vous étiez une bonne prof, maintenant c'était SMS. Alors, mais c'est vrai quand même hein, que les livres d'Elsa Triolet, et je dirais, pour Aragon, évidemment, on souhaite toujours plus, mais ça va. Il a 7 volumes dans la Pléiade, il va en avoir un 8e bientôt, hein, des essais. Là, il y a 5 tomes de romans, et puis il y a 2 tomes de poésie. Il va y avoir un 8e tome d'essais critiques d'Aragon. Bon, mais par exemple, Gallimard ne veut pas qu'il y ait un Pléiade Elsa Triolet, en tout cas pour le moment. Ou bien. Bon. Alors, mais même pas, vous voyez, il y a une sous-Pléiade chez Gallimard, enfin une sous-Pléiade, une collection qui s'appelle Quarto, vous voyez, qui est un petit peu, vous voyez, Desnos, tout ça, ont leur Quarto, Artaud, tout ça est très bien, mais Elsa Triolet, niet. Alors, bon, voilà, oui. J'ai un peu raté quelque chose. À Dieu-le-Fit, elle était avec 2 résistants allemands, c'est Oui, ça? oui. Alors, qui s'appelait... je vais chercher, j'ai plus leur nom en tête, je vais vous le redire. Attendez. Nadine, je crois. Je vais retrouver, je vous le dis. Vous les trouvez dans la préface des œuvres que tu as citées à de nombreuses reprises, les œuvres romanesques croisées. Malheureusement,
depuis qu'il y a la Pléiade, on ne trouve plus facilement. Ce qu'on appelle les œuvres romanesques croisées, c'est 42 tomes d'une collection dans lequel vous avez un tome Aragon, un tome Elsa Triolet, un tome Aragon, enfin, ou deux, enfin c'est alterné, quoi, je veux dire. Hein, voilà. Oui, c'était Ella Rumpf et Hermann Nuding. Vous voulez qu'on vous épelle, ou je vois que vous prenez des notes, là? Non? Nuding, N-U-D-I-N-G. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui... Voilà, oui. Je voulais savoir quel était l'impact de leur activité sur la lutte armée, sur les résistants en situation de lutte armée. Est-ce qu'ils trouvaient des nouvelles? Parce que je présume que l'objectif était de diffuser dans la population, pas seulement aux écrivains. Ma question est mal posée, peut-être, non? Je veux dire... Oui. Est-ce que leurs textes, leurs écrits, les informations dans cette forme de 4 pages de journal, etc., de tract, étaient diffusés dans les réseaux armés? Oui, bien sûr, oui. Il était même lu dans ce qu'il écrivait, était lu dans les prisons. Hein. Aragon écrit des poèmes et tout ça. Bon, ça a été lu dans donc ce qu'ils ont écrit aussi bien littérairement que les tracts, c'était lu un peu partout. Les poèmes d'Aragon ont été lus en prison. Le Cheval Blanc a été lu en prison. Et ce qu'ils ont écrit dans leurs tracts, notamment, alors plutôt vers la fin de la guerre, la libération, les étoiles, la Drôme en armes, etc. Tout ça c'était diffusé autant que faire se pouvait, parce que leurs moyens étaient quand même, c'était pas des moyens officiels, si vous voulez, c'était clandestin. Donc oui, c'était destiné à informer les gens qui se battaient et l'opinion publique, oui. Oui, c'était d'informer et de susciter l'action, si vous voulez. C'était de pousser à l'action, voilà. Oui. Alors, autant qu'on le sache, oui. C'est-à-dire, bon, oui, c'est ça, on manque un peu de documentation sur l'époque, hein, mais oui. Enfin, vous avez compris cette histoire de littérature de contrebande jusque fin 42, hein. Oui. Et puis après, la littérature de clandestine, quand ils prennent des noms d'emprunt, Laurent Daniel, et puis François Lacolère, etc., parmi beaucoup d'autres. Et avant, c'était la littérature de contrebande. Oui. Vous avez compris ce que c'est que la littérature de contrebande, hein, qui est en gros, tu as fait allusion, Marianne, à la discussion avec Politzer, oui. pour les années 40. Peut-être Oui. tu peux expliquer ça, quand Politzer pensait que toute littérature légale est une littérature de trahison. Oui, et c'était l'avis aussi du poète René Char, par exemple, qui n'a pas voulu publier rien pendant la guerre et qui, lui, a pris les armes et a mené une lutte armée. Mais Aragon, lui, pensait que la littérature pouvait avoir une influence et qu'il fallait continuer à écrire. Voilà, donc écrire, et écrire pour être publié, pour répondre à votre question. Parce que si vous écrivez sans être publié, alors si vous écrivez à bas Hitler, à mort, le Vichy, etc., vous n'êtes pas publié, donc vous l'avez écrit, mais vous voyez, c'est resté. Alors donc, il fallait utiliser des mots permis pour faire naître des sentiments défendus. C'est la formule qu'utilise Aragon, et peut-être Elsa, je ne sais pas, mais enfin, pour définir cette contrebande. Oui. Donc c'est ce qu'on trouve c'est ce que Marianne vous a exposé tout à fait pour le début de la littérature de ces années-là. Qu'est-ce qu'on sait des tirages de cette époque-là? Des quantités? Alors, j'ai pas les chiffres là, mais j'ai pas les chiffres, je peux pas dire effectivement, mais c'est une bonne question. Ouais. Je vais chercher. C'est difficile ça, hein, je sais pas comment. Oui. J'ai vu le document que tu cites là, comment ça s'appelle,
Musée le Grévin, musée Grévin. avec l'édition, vous savez, c'est la couverture. Oui, c'est en papier. C'est du papier peint. Mais du papier comme on collait sur les murs, vous voyez. Voilà, c'est du papier peint parce qu'on manquait de papier à l'époque. Et donc, ils ont réutilisé des chutes de papier qu'ils ont trouvées comme ça. Oui. Merci beaucoup. Je pense que les écrits, quels qu'ils soient, même minimes, même restreints dans leur tirage, sont importants. Parce que on peut se dire que si nous sommes là en train de parler de cette période, c'est que les écrits, quels qu'ils soient, si minimes fut-il, eh bien, ils ont porté. Et au niveau de la diffusion, souvenons-nous que le poème d'Éluard Liberté a été jeté en tract par des avions anglais. Donc ça montre que on allait au-delà des 500 ou des 1000 et en fait on faisait prendre conscience à des milliers et des milliers de gens que la lutte pouvait avoir un résultat. Et c'est vrai. Oui, et puis il faut voir aussi que les textes étaient souvent recopiés, c'est-à-dire il n'y avait pas seulement la publication comme ça imprimée, mais les gens recopiaient et se passaient les textes. Et par exemple, le poème d'Aragon, Pour mes amis morts en mai, etc., a été recopié, entendu, je crois, de mémoire, je crois, par Jean Paulhan, et publié comme ça parce qu'il s'en souvenait, il l'a recopié avec un petit peu d'erreur. C'est pas Jean Paulhan, c'est... Jean Paulhan, c'est comment ça s'appelle, les lilas. C'est les lilas et les roses, je ne sais plus. Les lilas et les roses, voilà. Oui, c'est ça. Donc les gens se passaient les textes comme ça et les faisaient circuler. Et vous avez raison, c'est un grand problème de faire comprendre à des jeunes aujourd'hui, par exemple, que les avions anglais survolant les villes jetaient des poèmes. Vous avez parlé de Liberté d'Éluard ou comment ça s'appelle, La Rose et le Réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, etc., d'Aragon, et qu'il jetait ces poèmes pour recréer de l'espoir. Vous voyez qu'avec de la poésie, quand on voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et la place modeste qu'elle tient dans les moyens de communication et dans notre existence aujourd'hui, qu'on arrivait alors à créer de l'espérance avec des poèmes jetés au point que les avions les jetaient, etc., c'est un truc que vous avez difficulté à expliquer à des jeunes gens dans les collèges ou les lycées. Oui, je voulais dire pour cette histoire de littérature de contrebande, parce que on a eu Les Yeux d'Elsa au programme une année en terminale littéraire, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais c'est très important, parce que ça, c'était diffusé, enfin, c'était publié en Suisse, me semble-t-il, enfin, ces textes-là, et justement qui mettait en scène le Moyen-Âge, comme l'a dit Marianne, qui exaltait quand même la France, hein, j'ai traversé les ponts de Cé, enfin tout ce poème magnifique, La Rose, enfin il y a toute une série de métaphores qui ne sont pas forcément compréhensibles pour tout le monde, d'ailleurs ça on l'explique très bien aux élèves, mais malgré tout, ça c'était une littérature qui pouvait se diffuser, puisque c'était publié, enfin je ne sais pas exactement comment, mais c'était des bouquins qui existaient, et donc des gens pouvaient la lire naïvement, si j'ose dire, sans penser que c'était une littérature justement destinée à résister, mais il n'empêche qu'inconsciemment, enfin, ça irrigue, ça fait son chemin, donc il y avait aussi cette littérature, et ça me fait penser à la question alors très controversée du cinéma sous l'occupation, mais malgré tout des films comme Les Visiteurs du Soir, enfin des films malgré tout qui travaillaient beaucoup justement dans la distanciation temporelle en prenant des thématiques de l'héroïsme, de la France éternelle, j'ose pas trop dire ça, c'est ridicule, mais bon, par l'intermédiaire, le biais du passé, par le détour du passé, des références littéraires anciennes, on affirmait l'existence de la France face à l'occupation allemande, justement, et à la négation du pays. Alors c'est vrai que maintenant, même pour les élèves, quelquefois, ils trouvent ça peut-être un peu exagéré, un peu héroïque, un peu presque, je dirais, de l'exaltation nationaliste, mais il faut quand même se remettre dans ce contexte de l'époque et d'affirmer
l'existence de la littérature française, des traditions françaises, enfin qui avait quand même voilà, un sens politique fort et qui avait un impact dans l'inconscient des gens aussi, me semble-t-il. Oui, et puis c'était face aussi à l'idéologie nazie. Donc l'exaltation de la France, c'était aussi les traditions françaises de courtoisie, enfin l'amour courtois pour Aragon, et tout l'humanisme français face à la violence nazie. C'était aussi ça. Oui. Mais c'est vrai que dans les yeux d'Elsa, à la fin, je crois que c'est je vois qu'il y a des Aragoniens, Aragoniennes savants dans l'assistance en plus de toi à la tribune, ma chère Marianne. Donc je crois que c'est à la fin des yeux d'Elsa. Il y a un poème qui s'appelle, je ne sais plus, à Elsa, Cantique à Elsa, et dans lequel il y a ce que dit Elsa. Il y a un poème c'est Aragon, hein, les yeux d'Elsa, donc, mais ce que dit Elsa. Et ce qu'elle dit, Elsa, c'est qu'elle lui dit, mais t'as pas fait, en gros, malheureusement j'ai pas le texte, donc je peux pas vous le citer, mais t'as pas fini de nous laisse ici Esclarmonde, laisse-la, Lancelot, Viviane, Esclarmonde, parle simplement aux gens qui ont besoin le matin comme un café au petit matin, qui ont besoin de vers, qu'ils comprennent, et ils ne vont pas aller dans les dictionnaires pour regarder qui c'était Lancelot, qui c'était, etc. etc. Hein. Donc ce qui prouve, vous voyez, parfois, quand les hommes politiques viennent à Saint-Arnoux, souvent ils aiment à nous dire, public qui est là pour les écouter, dans la maison d'Aragon et d'Elsa Triolet, ils parlent de la muse. Elsa, elle fut sa muse. Vous voyez, bon. Alors ça, moi, chaque fois j'entends un coup de pied dans le cercueil qui dit ah, pas ça, pas ça, pas ça. Et elle n'a pas été que la muse, elle a été un écrivain et ils ont discuté comme ça. Vous voyez, elle lui dit, mais sois plus clair, sois plus direct, parle aux gens que tu aimes et qui ont besoin d'entendre ce que tu dis. Oui, voilà. Et c'est ce qu'on trouve dans ses journaux, enfin dans ses cahiers manuscrits, et c'est ce qu'elle dit lorsqu'elle parle du cheval blanc, et qu'elle dit, voilà, il faut arrêter de trop parler de la chevalerie, du Moyen-Âge, etc. Il faut être un peu plus, c'est à ça que tu présent. fais allusion. Voilà, c'est à ça que je fais allusion. Oui. Mademoiselle. Je ne sais pas à partir de quel âge on peut dire que quelqu'un est jeune ou pas. N'empêche que j'ai quitté ma Tunisie en 2001 pour venir faire un travail de recherche sur Aragon à cause ou grâce, je ne saurais le dire, des yeux d'Elsa. Et depuis tout à l'heure, je me dis, mais finalement, même dans le cadre d'une conférence sur Elsa Triolet, on continue à parler d'Aragon. On parle des yeux d'Elsa. Mais grâce à Aragon, en fait, j'ai découvert Elsa Triolet, l'écrivaine, pas forcément la muse, parce qu'en Tunisie, on la présente effectivement comme étant la muse d'Aragon. Et même des choses qui sont présentées en tant que vérité, c'est-à-dire, je me rappelle, mon professeur de poésie m'a dit que Aragon est venu au communisme à cause des Triolet, à cause, donc en Tunisie à l'époque, oui, voilà, il y avait d'ailleurs toute une définition du communisme qui n'avait aucun... Il a fallu que je fasse ce chemin de la Tunisie jusqu'à la France pour comprendre que ça n'avait aucun rapport, le Parti communiste. Bref, en tout cas, j'ai découvert les romans des Triolet et j'ai découvert l'écrivaine et cette façon d'écrire assez poignante, parce que je me rappelle de tous les romans que j'ai lus d'une traite pendant, je crois que c'était l'été 2006, où j'étais à Châtillon, chez mon amie Jeannette Simon, qui avait les œuvres romanesques complètes. Et j'ai lu plus ou moins dans un ordre complètement désorganisé, donc au
hasard, les rendez-vous d'étrangers, c'était l'époque où je faisais mes papiers, encore une fois, encore une année en tant qu'étudiante. Donc plein dans le mille, d'une actualité assez poignante. Et il y a une série de romans d'Isa Triolet qui finalement, quand on les lit dans un contexte, l'importance du contexte d'écriture certes, mais aussi le contexte de lecture, ça fait tilt. Et je me dis, peut-être cette femme, écrivaine, mais femme avant, enfin une femme qui écrit, n'a pas eu la réception qu'elle devait avoir, ni à l'époque, ni même aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je m'amuse dans chaque... moi, j'habite actuellement les Yvelines, donc une petite ville, Viroflay, qui est juste à côté de Versailles. Et à la question, qu'est-ce que vous avez des Triolet, on m'a regardé avec des yeux comme des soucoupes. C'est-à-dire, je dis, bah, des romans. C'est le premier prix Goncourt. Je ne savais pas. Et finalement, des Triolet, ils avaient un livre sur Elsa Triolet. Et c'est tout ce qu'il y avait. C'était un livre sur Elsa Triolet. Je suis incapable de me dire lequel, mais même pas celui pour lequel elle a obtenu le prix Goncourt. Même pas Après, s'il n'y avait que ça, c'est-à-dire en fait avec... un ami à nous, on s'est rendu compte, même dans les... Et ça, c'est triste à dire, même dans des médiathèques, tenez-vous bien, et des bibliothèques portant le nom d'Elsa Triolet, on arrive à ce stade-là, où apparemment, l'explication serait que personne ne demande, donc, finalement, dans les rayons, Elsa Triolet, elle disparaît. Et je pense que c'est comme ça que des écrivains disparaissent. Moi, j'ai toujours dit que les poètes ne meurent jamais, et que les écrivains ne meurent pas du fait même des traces qu'ils laissent, des traces concrètes. C'est pas un texte qu'on publie sur un réseau social, quel qu'il soit, qui va disparaître, qui va être effacé, ou qu'on va perdre pour des raisons techniques, mais là c'est le papier. Et la trace du passage d'un écrivain, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, je suis jeune, je suis étrangère, tout ce que vous voulez, mais je suis un être humain qui continue à lire et à écrire sur du papier et avec un stylo, et je trouve ça plus... oui, à lire Elsa Triolet, quel que soit, c'est-à-dire le rendez-vous des étrangers, j'ai lu dans La Folie, je ne me rappelle plus, c'était la série Anne-Marie, personne ne m'aime, et là toute l'importance peut-être de l'édition, parce que c'est grâce à une petite maison d'édition, Le Temps des Cerises, que je salue, qu'on peut relire Elsa Triolet, heureusement. Parce que oui, c'est vrai que l'édition devrait en faire beaucoup plus. L'édition de Gallimard n'édite pas suffisamment. Alors on trouve un petit peu, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Bon, en tout cas, nous remercions et nous applaudissons notre ami. Je voudrais signaler quand même une difficulté pour que les jeunes puissent connaître cette partie de notre histoire. Et quand vous avez parlé du Front National, eh bien l'écho que j'en avais n'était pas... Je me dis, bon, moi je peux comprendre, mais la jeunesse se dirait, mais comment il y avait un Front National et il était anti-nazi, et c'est vrai que c'est un problème, parce que c'est le même nom, et comment se fait-il que le Front National a pu prendre ce nom? Oui, c'est vrai que c'est une confusion, mais qu'on explique, enfin quand on en parle à des jeunes, on explique. On aurait dû déposer un copyright là. Un brevet. Je sais plus qui... Oui, monsieur. Voilà, puis on va s'arrêter là pour finir ensemble. Je voulais vous poser une question. Voilà, j'ai entendu parler que Elsa Triolet, après la guerre, s'est posé la question de savoir pourquoi la résistance était
tellement méprisé, enfin l'esprit de la résistance, au moins par une certaine classe. Et je voudrais que vous développiez, si vous pouvez nous en parler un peu, comment elle a développé ce sujet et comment ça a été reçu par la critique ou par la classe qu'elle critique. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un retournement au lendemain de la guerre, dans les années 50, où les anciens collaborateurs ont commencé à relever un peu la tête. Il y a un roman paru il n'y a pas très longtemps d'un écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin, et ce roman s'appelle Des gens très bien. Et Alexandre Jardin, c'est le petit-fils d'un personnage qui collaborait avec Laval. Et il raconte dans son roman, c'est un tout petit roman autobiographique, et il raconte dans son roman, enfin il a pris conscience un peu tardivement, mais enfin progressivement, de ce qu'avait fait son grand-père, qui avait contribué à la déportation des Juifs, etc. Et il raconte comment donc cette famille s'était, une partie de sa famille s'était réfugiée en Suisse, et comment des anciens collaborateurs donc, sont partis en Suisse, et puis ont attendu un petit peu que les choses se tassent, et puis ont repris du poil de la bête, si vous voulez, et ont essayé de rejouer un rôle important dans la vie de la France. Et il y a eu effectivement, enfin après-guerre, dans les années 50, peut-être même un peu avant, des pressions, enfin des mouvements d'opinion, si vous voulez, qui ont été à l'instigation de toute cette partie de la société qui avait plus ou moins collaboré. Et qui n'a pas été condamné, enfin certains ont été condamnés, mais beaucoup ont échappé aux condamnations. Donc voilà, ils ont... Tout l'appareil institutionnel. Hein. Oui, l'appareil institutionnel, voilà. Et je pense que le fait que Elsa Triolet soit peu connue, enfin, si elle est connue, mais je veux dire, le fait qu'elle n'ait pas eu l'audience qu'elle aurait dû avoir, tient sans doute à ça, c'est-à-dire à la rancœur, ou la hargne que devaient avoir les collaborateurs du rôle qu'elle avait pu jouer, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes écrivains qui ont résisté. Hein. Simone de Beauvoir tenait la rubrique musical Radio Vichy, par exemple, hein, pendant la guerre. Donc, bon... alors bon, on encense Simone de Beauvoir, c'était un grand écrivain, mais bon, elles n'ont pas joué le même rôle pendant la guerre. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et je pense qu'il y a eu cette guerre qui continuait, sans les armes, mais une guerre quand même, une guerre de classe qui continuait après la guerre, quoi. Aragon disait, enfin, je crois qu'aussi elle le dit, c'est elle plutôt qui le dit, nous avons été les pestiférés les plus fêtés de Paris, hein, dans les années 45-46. Et puis elle a écrit donc une série de romans, Les fantômes armés, où on voit ce regain de la collaboration. Oui, monsieur. Allez.